Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce lundi 29 août. Voici les titres de ce journal. Le joueur de tennis Valentin Vachereau a remporté le tournoi de Nonthaburi en Thaïlande. Il s'agit du premier titre pour le Monégasque en Challenger. Il nous livrera ses premiers ressentis dans cette édition. Les dernières actualités du sport monégasque seront aussi à retrouver aux côtés de notre journaliste Frédéric Elion qui vous fera un tour complet des résultats du week-end avec notamment la belle prestation pour l'AS Monaco face au PSG. Direction ensuite le porte-hélicoptère Tonnerre qui avait pris place dans le port de Monaco. Le prince Albert II a visité ce bateau hors norme. Et pour finir, nous irons juste un peu plus loin pour retrouver Bernard d'Alessandri. Le directeur du Yacht Club de Monaco abordera les grands événements de l'été et surtout les échéances à venir. Je vous le disais en titre, le joueur de tennis monégasque Valentin Vachereau a remporté hier le tournoi de Nonthaburi en Thaïlande. Il est notre invité ce soir pour nous parler de ce titre qui le fait entrer dans l'histoire du tennis monégasque. Bonsoir à vous Valentin. Bonsoir. Alors on est vraiment ravis de vous avoir dans ce journal. Au lendemain de votre grande victoire en Thaïlande, qu'est-ce que vous ressentez Valentin ? Non, c'est sûr que c'est génial. En plus, ça a été vraiment une longue semaine. J'ai commencé du premier tour des qualifications jusqu'à la finale, du dimanche au dimanche. Et ouais, c'est vrai que c'est super sympa, mais voilà, pas trop de temps pour savourer parce que j'ai le prochain tournoi qui commence déjà demain. Donc voilà, il faudra se reconcentrer très vite. Justement, depuis Jean-René Lisnard en 2004, aucun joueur de la Principauté n'avait remporté un titre en Challenger. Vous êtes en train de marquer l'histoire de Monaco. Valentin, est-ce que vous vous en rendez compte ? Non, c'est sûr que c'est génial de rentrer un petit peu dans l'histoire et d'aider la Principauté, aider notre fédération. Et voilà, c'est sûr que c'est super pour moi, c'est super pour nous tous, c'est super pour le pays et surtout que j'espère continuer. Alors parlez-nous un petit peu justement de ce tournoi et des différents matchs qui vous ont conduit à remporter cette belle finale. Oui, voilà. Bon, après, j'ai un petit peu de chance le premier jour. Mon adversaire a abandonné au bout de deux jeux. Donc, bon, déjà, ça m'a évité de faire un match en plus. Mais même avec ça, j'ai dû faire 6 matchs. Bon, après, si j'avais commencé dès le tableau final, j'aurais quand même dû en faire 5. Mais il fait très chaud. Il a fait entre 36, 38 degrés sur certains jours. Il fait extrêmement humide et ouais, donc hier, à la fin, c'était vraiment un ouf de soulagement. Et c'est sûr que s'il y a une semaine, on m'avait dit ça, j'aurais signé ça, évidemment, mais non, c'était vraiment une bonne semaine. Vous étiez 344e joueur mondial au classement ATP. Cette victoire va vous faire un grand bond en avant en termes de classement, Valentin. Ouais, je crois que je suis 270e cette semaine. C'est vrai que c'est un grand bond en avant. Et ça va pouvoir m'aider de rentrer directement dans le tableau final de la plupart des tournois Challenger maintenant. Et voilà, c'est sûr que pour les programmations, ça va être un peu plus sympathique et moins de questions à se poser. Et voilà, je vais essayer d'en profiter sur les prochains tournois. Alors, pour parler un petit peu de votre histoire, vous êtes entraîné par votre frère Benjamin Balleré, qui fut d'ailleurs, je crois, 204e joueur mondial. Est-ce que cela rajoute une dimension supplémentaire de partager une telle victoire en famille ? Bah oui, après, petite histoire marrante, il n'était pas là cette semaine. Voilà, donc je venais faire 3 tournois ici. Il pouvait pas être là la première, donc je faisais la première tout seul et les 2 autres après lui. Et voilà, il me disait bon, je serai là pour le premier tour des qualifications du deuxième tournoi, mais en fait non, c'était pas les qualifications, c'était la finale du premier tournoi et il a pas pu être là. Il est arrivé une demi-heure après la fin du tournoi, après la fin de mon match, donc c'était assez drôle. Mais voilà, mais maintenant c'est sûr qu'en plus pour les 2 prochains tournois, ça va m'aider qu'il soit là et ça va faire du bien mentalement d'avoir quelqu'un qui regardait pendant les matchs. Vous allez d'ailleurs représenter Monaco en Coupe Davis contre le Liban en septembre. Comment vous appréhendez cette échéance qui est tout de même très importante ? Bah oui, je suis très impatient. Moi, j'adore les matchs par équipe. Voilà, j'ai été aux États-Unis sur le circuit universitaire pendant presque 5 ans et j'aime vraiment ça. Et alors encore en plus le faire avec les personnes que je connais depuis que j'ai 15 ans, c'est encore mieux. Et oui, voilà. Donc, bah, déjà, je suis ici, c'est un peu pour déjà préparer la Coupe Davis.
ça va être des conditions assez chaudes, assez humides au Liban. Et quand j'ai vu que je pouvais aller en Thaïlande faire 2 ou 3 tournois avant, des conditions encore plus extrêmes que le Liban, je me disais que ça pouvait être vraiment bénéfique pour moi et pour l'équipe. Donc ouais, très impatient d'être au Liban. Et vous ne vous êtes pas trompé puisque vous avez remporté donc le tournoi en Thaïlande. Quelles sont, Valentin, vos ambitions pour la suite, rentrer peut-être dans le top 100 mondial, évidemment? Ça, c'est le premier objectif. Après, top 100, même, si je peux être dans le top 50, top 30, plus tard, on va dire que c'est des étapes, c'est pas un gros objectif. Mais oui, voilà, c'est mon objectif personnel. Après, si avec Monaco, on peut monter les échelons et marquer l'histoire de la principauté, ce serait génial aussi. Donc voilà, j'ai des objectifs personnels, des objectifs par équipe. Donc ça va être de belles années à suivre. Merci à vous, Valentin, d'avoir été avec nous au lendemain de votre victoire au tournoi de Thaïlande. Merci à vous, merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous retrouverez Valentin Vachereau en Coupe Davis. Monaco affrontera le Liban et vous pourrez suivre les performances des Monégasques sur Monaco Info qui retransmettra les rencontres. Du sport toujours avec une grosse actualité ce week-end. Rejoignons justement Frédéric Elion pour parler football. Bonsoir Frédéric. Il faut le dire, très belle prestation de l'AS Monaco hier soir avec ce match nul 1-1 face au Paris Saint-Germain. Bonsoir Julia. Beaucoup d'observateurs promettaient l'enfer aux Monégasques sur la pelouse du Parc des Princes pour ce choc qui clôturait la 4e journée de Ligue 1. Le PSG restait sur 3 victoires avec 17 buts inscrits. L'ASM sur une claque à domicile face à Lens, 4-1. Mais comme souvent face aux Parisiens, Monaco a sorti un gros match et posé énormément de problèmes au PSG. Grâce notamment à son organisation, les Monégasques ont joué en 5-2-3. Un système qui a permis d'exercer un gros pressing haut pour empêcher la relance parisienne. La paire de milieux récupérateurs Fofana Camara a été excellente avec de nombreux ballons grattés dans l'entrejeu. C'est d'ailleurs, Julia, suite à une récupération haute du Malien que Monaco ouvre le score à la 20e par l'intermédiaire de Volande. Un but qui vient récompenser la première période quasi parfaite des Monégasques. En début de deuxième mi-temps, Ben Yedder a la balle de 2-0 mais ne trouve pas le cadre. Paris égalise finalement à la 69e par l'intermédiaire de Neymar sur penalty. Une très belle prestation de l'ASM et un bon point obtenu au Parc, Julia. Confirmation attendue dès mercredi soir à domicile face à Troyes. Et en rugby, on n'arrête plus le Monaco Rugby Sevens. Après avoir remporté l'étape de La Rochelle il y a 10 jours, le MR7 a récidivé à Pau samedi en dominant consécutivement Brive 45-7, Bordeaux-Bègles 33-17, le Racing en demi-finale 34-0 et Pau en finale 24-21 pour soulever le trophée. Les Monégasques restent sur 6 finales consécutives sur les étapes de l'Inextinso Super Sevens et en ont gagné 4. Une mauvaise nouvelle en cyclisme, la Vuelta s'arrête prématurément pour le Monégasque Victor Langelotti. Le grimpeur de l'équipe Burgos BH réalisait un début de Tour d'Espagne exceptionnel, une 7e place sur la 5e étape et un maillot de meilleur grimpeur porté pendant 3 jours. Malheureusement, Victor Langelotti a été victime d'une lourde chute lors de la 8e étape et a dû abandonner. Selon son équipe, il souffrirait d'une fracture de la clavicule et d'une commotion cérébrale. On souhaite bien sûr, Julien, un très bon rétablissement à Victor en espérant le voir remonter le plus vite possible sur le vélo. Et pour refermer cette page sport, Frédéric, un mot de Formule 1. Avec le Grand Prix de Belgique dimanche sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, une course remportée par Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Pérez et Carlos Sainz. Une course compliquée pour Charles Leclerc, pas aidé une nouvelle fois par la stratégie de Ferrari. Le pilote monégasque termine 6e, prochaine course dès le week-end prochain aux Pays-Bas. Merci beaucoup à vous Frédéric pour ce tour d'horizon complet sur le sport monégasque. Vous l'avez probablement aperçu si vous êtes passé du côté du port Hercule en fin de semaine. Ce grand navire militaire en lieu et place habituelle des bateaux de croisière. Qui est-il et que faisait-il à Monaco? Les réponses dans ce reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal qui ont suivi le souverain lors de la visite du Tonnerre. Il était difficile de ne pas le voir dans le port. Avec ses 200 mètres de long, ses 32 mètres de large et ses 20 000 tonnes, le porte-hélicoptère amphibie baptisé Tonnerre. Présentez 1,
Le souverain a effectué une visite samedi en fin d'après-midi. À son bord, 220 membres d'équipage. Le Tonnerre peut également embarquer en plus 450 militaires de l'armée de terre. C'est un porte-hélicoptère amphibie, PHA. Donc il a deux principales missions. La première mission, effectivement, c'est de mettre en œuvre des hélicoptères. On peut embarquer jusqu'à 16 hélicoptères de l'armée de terre à bord du PHA. Et la deuxième mission principale, c'est l'amphibie. Donc des engins de débarquement vont rentrer à l'intérieur du PHA afin de pouvoir débarquer les troupes de l'armée de terre qui seront stationnées à bord. On peut embarquer jusqu'à 80 véhicules à bord du PHA. C'est l'un des 3 porte-hélicoptères de la Marine nationale française. Le Tonnerre a déjà effectué depuis 2007 de nombreuses missions. Les principales missions du Tonnerre ont été l'opération Harmattan en 2011, donc, durant lesquelles le Tonnerre a projeté pendant plusieurs mois des hélicoptères d'attaque pour pouvoir aller défendre les opposants à Kadhafi en Libye. La deuxième mission était l'opération Irma en 2017. Le Tonnerre s'était porté au secours des Antilles pour pouvoir apporter des biens après le passage du cyclone, notamment à Saint-Barthélemy. Et la troisième mission qui est plus récente, c'est l'opération Amitié. En août 2020, le Tonnerre est allé à Beyrouth suite à l'explosion du port pour pouvoir aider les Libanais à remettre en état et à réutiliser leur port. Tous les 2 ans, le Tonnerre effectue une mise en condition, l'objectif étant d'être sûr que ce navire sera opérationnel pour ses prochaines missions. Après 2 semaines de manœuvre, ce vaisseau a fait escale en principauté 2 jours pour reposer ses troupes. Le Tonnerre est reparti dimanche pour une dernière semaine de manœuvre avant de retourner à bon port à Toulon. Vous avez d'ailleurs pu voir dans ce reportage le directeur du Yacht Club de Monaco, Bernard d'Alessandri, qui a lui aussi visité le Tonnerre en compagnie du souverain. Eh bien, nous le retrouvons aujourd'hui pour faire le bilan des événements de l'été et aborder également les échéances à venir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Le premier grand rendez-vous de l'été pour le Yacht Club de Monaco était du 3 au 8 juillet pour l'Energy Boat Challenge. Comment, Bernard, s'est déroulée cette édition 2022 ? Ça a été franchement un grand succès en termes de participation, et de participation avec des pays très très différents, qui allaient des Indiens aux Péruviens, plus les traditionnels, mais aussi un grand succès en termes de collaboration et de networking qui peut se passer au niveau des jeunes et de l'industrie. Donc ça, je crois que ça a été vraiment reconnu et que quelque part, ça contribue, modestement sûrement, mais au rayonnement de Monaco, Capital Advance of Yachting. Alors c'est vrai que vous abordiez la jeunesse, il y a eu aussi cet été le Summer Camp. Comment se sont déroulés ces stages d'initiation? On parlait des universitaires, mais ça commence dès l'enfance. Chaque année, c'est un succès. On refuse du monde, malheureusement. Nos structures ne permettent pas d'accueillir plus de jeunes, pour l'instant. Et c'est en tous les cas un moyen de mieux faire connaître la mer, d'abord. Et on n'est pas les seuls, puisqu'il y a l'École Bleue aussi qui fait un énorme travail dans ce domaine-là, et puis d'autres associations. Mais ça contribue à amener les enfants à mieux connaître la mer, à approcher la mer différemment et à faire passer des messages, bien sûr. Et pour nous, pour le club, c'est aussi un excellent moyen de détection, puisque grâce à ça, on voit un peu les futures vocations. Alors justement, cette jeunesse qui a été largement honorée par le jeune Noah Garcia, âgé seulement de 16 ans et qui a remporté le championnat de France Espoir qui avait lieu la semaine dernière à Martigues. Une fierté, je suppose, pour le Yacht Club de Monaco. Effectivement, une grande fierté, puisque Noah, c'est un produit purement Yacht Club de Monaco. Il a commencé tout jeune, un optimiste, où il était bon déjà. Et puis là, on voit que la transition s'est vite faite. Il a changé de support puisqu'il est passé en laser, Ilka, et qu'un an après, il est champion de France. C'est quand même quelque chose de très très bien. Alors on reste dans la compétition, on va évidemment aussi parler de la Palermo Monte Carlo puisque depuis sa création en 2005, il faut dire, elle s'est très vite imposée comme une grande classique en Méditerranée. Le Lady First 3 et le Tonnerre de Glen sont les grands gagnants de cette 17e édition. Il faut savoir que c'est quand même là, en termes de longueur, c'est la deuxième course les plus longues de Méditerranée, après la Mid Series qui est organisée à Malte. Et puis c'est une course très technique et très difficile. Très difficile parce qu'en fait, il y a plusieurs zones climatiques, si je peux parler comme ça. Il faut quitter la Sicile, passer les Bouches de Bonifacio, passer encore le long de la côte, choisir. Et cette année, il y a eu un sans faute d'un bateau marseillais, de la Société nautique de Marseille, qui a réussi avec du petit temps
à faire vraiment des prouesses et qui est arrivé très très vite ici. Voilà, c'était une belle régate. On a été très heureux de recevoir Palerme à Monaco. L'été se termine, c'est la rentrée un petit peu pour tout le monde. Comment se présente ce mois de septembre dédié traditionnellement à la plaisance et au yachting ? Je pense que le yachting à Monaco, comme le tourisme à Monaco, a très très bien marché et qu'on est prêt à aborder le Monaco Yacht Show, qui est un rendez-vous incontournable, mondial incontournable, et puis tout ce qui s'ensuit, et sans oublier un championnat du monde au mois d'octobre, un championnat du monde de J70 que l'on va organiser pour la première fois ici. Alors justement, en septembre, le Yacht Club de Monaco va aussi accueillir un événement autour du développement durable. En quoi ça va consister, Bernard ? Nous ne sommes pas des techniciens, nous ne sommes pas des gens on ne propose pas de solutions. On est une plateforme d'échange et on propose à toutes les personnes qui ont des solutions qui nous paraissent intéressantes de les présenter ici à Monaco dans le cadre de Monaco, capitale du yachting. Et c'est vrai que Monaco, qui est capitale d'un yachting de plus en plus responsable, avec notamment le développement de l'hydrogène, comment vous voyez l'avenir ? Je crois que les yachts ont fait de gros efforts. Tous les yachts qui sortent aujourd'hui tiennent compte de l'environnement. On a d'abord le C-Index. Nous, on a commencé il y a quelques années à mesurer et à classifier un petit peu et à sensibiliser nos armateurs. Et je crois que l'hydrogène sera une des solutions. Ce ne sera pas la solution. Et je crois que le yachting peut s'inspirer assez souvent du développement de l'automobile. Et je crois qu'il y aura des solutions, l'hydrogène en fera partie. Merci à vous d'avoir été avec nous pour aborder l'actualité chargée du Yacht Club de Monaco. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Nous restons dans le domaine du yachting avec l'opération Les Voiles Blanches à laquelle la mairie de Monaco participe depuis plusieurs années. Du 3 au 25 septembre, le Pirate Blanc embarquera à bord de son voilier et naviguera entre les Bouches-du-Rhône, le Var, Monaco et les Alpes-Maritimes. Le bateau passera par 25 ports de la Côte d'Azur pour récupérer des coffres remplis de jouets. 2 points de collecte sont ainsi positionnés dans le hall de la mairie et au marché de la Condamine. Vous pourrez y déposer des jouets neufs et sans emballage destinés aux enfants de la Fondation Lanval. On continue dans le domaine associatif avec cette fois-ci une collecte de fournitures scolaires. Elle est destinée aux réfugiés ukrainiens qui s'efforcent de scolariser leurs enfants en France. Elle est organisée par l'association Soleil Royal 06 et à Monaco, c'est la boutique Aldo qui est au centre commercial de Carrefour qui se charge de recueillir vos dons. Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, le port de l'uniforme a été généralisé à l'ensemble des établissements scolaires publics pour les classes de primaire. La rentrée est proche et aura lieu le lundi 5 septembre. Alors, avez-vous pu récupérer les tenues scolaires pour cette année à venir? 2 stands sont tenus dans la salle polyvalente de l'école Saint-Charles jusqu'au 2 septembre pour permettre aux élèves de les essayer. Le reportage d'Alexandra Pamy et Sylvain Péroumal. Ils entrent d'un pas décidé pour acheter leur nouvelle tenue pour la rentrée scolaire. Les élèves de primaire doivent depuis 3 ans maintenant porter un polo blanc ainsi qu'un gilet bleu marine assorti avec l'écusson de leur établissement scolaire. Ce code vestimentaire uniformisé s'adresse aux élèves de CP au CM2. Dans la salle polyvalente de l'école Saint-Charles, ils peuvent récupérer les commandes passées via le site internet ou choisir directement sur place et surtout essayer leur tenue avant de les acheter car à cet âge-là, les tailles changent très vite. Le pack complet comprend 3 polos manches longues, 3 manches courtes et un cardigan. Il est proposé à 105 €. Nous avons 2 options. Les parents peuvent commander les uniformes sur notre site internet. Et nous avons aussi le vente direct ici pour 3 semaines. Je pense au début, c'était un petit peu une différence parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir l'uniforme scolaire. Mais maintenant, tous les parents ont l'habitude, ils sont contents. C'est toujours facile parce que le matin, il n'y a pas de choix. C'est un polo et peut-être un gilet. Un gain de temps le matin. Et juste en face, les tenues rouges attendent elles aussi les élèves. Ces tenues de sport sont destinées à l'ensemble des classes du CP à la terminale. Une veste, un t-shirt de sport et un short sont vendus en pack à 50 ou 55 € en fonction des tailles. Et selon les classes, le maillot de bain peut être ajouté au pack. Nous, on a plusieurs packs en fonction de ce qu'ils ont besoin.
Certains ont déjà les tenues de l'année dernière, donc pas forcément besoin d'un nouveau t-shirt. Mais voilà, donc nous, on est là pour leur donner et fournir tout Monaco. Jusqu'au début septembre, nous, on sera encore là. Et après, ils pourront venir directement dans nos locaux à Fontvieille pour échanger ou reprendre une pièce s'ils en ont besoin, même en cours d'année. Ce code vestimentaire existe dans de nombreux pays. Il vise à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté éducative et à lutter contre la course aux marques, une habitude que les élèves semblent avoir bien acceptée. Ça me dérange pas, oui c'est bien. Pour moi, la tenue de sport monégasque représente beaucoup. Durant l'année scolaire, un réassort pourra être effectué sur les sites internet des 2 sociétés partenaires, car l'on n'est jamais à l'abri d'une grosse tâche ou d'un élève qui grandit très vite. Dépêchez-vous si vous n'avez pas encore passé commande. Il ne vous reste plus que 3 jours pour aller voir directement sur place les différentes tenues dans la salle polyvalente donc de l'école Saint-Charles. Place aux prévisions météo avec vous, Yannick de Beuvert. Après un beau ciel bleu ce lundi, quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Ce mardi, le soleil se fera un petit peu plus timide parmi les nuages. Malgré cela, les températures restent stables entre 21 et 28 degrés. Dans la soirée, une averse passagère pourrait rafraîchir la principauté. Côté plage, la mer est à 26 degrés. Et puis ce mardi, ce sera la Saint-Fiacre, le saint patron des maraîchers, jardiniers et autres arboriculteurs. Merci à vous Yannick, on vous retrouvera demain pour un nouveau point complet sur la météo. Pour refermer ce journal, je vous laisse en compagnie de notre photographe Manuel Vitali. Le porte-hélicoptère Tonnerre a déjà quitté le port de Monaco. Alors si vous n'avez pas eu la chance de l'apercevoir, voici quelques clichés que vous ne risquez pas d'oublier. Nous on se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passez évidemment une très belle soirée sur Monaco Info. À très bientôt.